Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité aux conférences du lundi. Cette fois-ci, nous allons partir très au nord de l'Europe, du côté de la Russie, mais en fait, on va surtout parler de la période de l'URSS, donc vous savez, née en 1922, si je ne m'abuse, et qui a terminé sa course en 1991. D'où des interrogations sur ce que cela représente d'être soviétique à l'époque du parti unique, à l'époque de cette grande URSS. Est-ce qu'il y a engagement des uns, des engagements des autres? Il y a plein de questionnements qui sont basés sur la mémoire historique de ce grand pays et que va nous conter notre invitée du jour, Emilia Koustova. Alors Emilia Koustova est bien sûr de naissance russe. Elle a fait ses études à l'université d'État de l'URSS. Elle est ensuite venue rejoindre notre pays pour devenir donc spécialiste de la civilisation russe ici au sein de l'université de Strasbourg. Elle s'intéresse à toutes ces parties historiques, à la presse, la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale, à cette problématique des citoyens soviétiques à l'époque, et base ses recherches sur tous les témoignages, les mémoires qui sont issus de toutes ces périodes-là. Elle est également détentrice d'un master de traduction. Donc elle pourrait aussi bien nous parler en russe qu'en français, mais on va faire la conférence quand même en français cet après-midi. Je vais donc lui laisser la parole, et bien sûr vous aurez vous aussi la parole après son intervention pour les questions qui ne manqueront pas, je suppose, vu le nombre de personnes dans la salle. Voilà, bon après-midi. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, pour l'invitation à parler devant une audience aussi importante. Donc merci d'être là. Et je vais donc commencer par quelque chose qui pourrait paraître une digression, mais j'essaierai justement de montrer que ce n'est pas une digression. Alors, quelle est cette chose? Aujourd'hui, on est le 24 février 2025, donc 3 ans, jour pour jour, après le début de l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine. Donc, c'est une date qui nous bouleverse tous. C'est un événement qui a bouleversé déjà des dizaines de millions de vies en Ukraine. Ça a aussi bouleversé même si évidemment ce n'est absolument pas comparable avec ce que vivent les Ukrainiens sous les tirs et les violences de l'armée russe. Donc c'est aussi notre regard sur l'histoire russe, soviétique, est-européenne, qui a été mis à défi et bouleversé dans un certain sens par le début de cette agression à grande échelle. Grande échelle, on l'ajoute, vous le savez, pour distinguer cette nouvelle phase beaucoup plus violente de la guerre, donc la distinguer de ce qui a commencé en 2014 comme donc le début de l'attaque russe contre l'Ukraine qui défend sa souveraineté et son existence même aujourd'hui. Alors, pourquoi? Donc, quel sens? Voilà, notre regard de slaviste, d'historien, de russisant, comme on le dit dans le milieu professionnel, a été bien sûr bouleversé par ce qui se passe depuis 3 ans. Ces événements nous ont conduits à poser des questions nouvelles, à changer notre regard, à revoir aussi en partie ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on raconte à nos étudiants. Les étudiants ici présents le confirmeront. Et ça nous a conduit à poser de nouvelles questions. Alors, au vu de tout cela, quel sens peut-il avoir encore aujourd'hui d'interroger ces engagements passés, très éloignés, Révolution, 17,
Création de l'Union soviétique en Vendée, Grande Guerre patriotique 41-45, donc tout cet imaginaire auquel on associe l'idée d'une adhésion, engagement soviétique, etc. Voilà, quel sens ça a de les interroger aujourd'hui, le 24 février 2025 ? À mon avis, ça a du sens, parce que, d'une part, la politique poutinienne s'inscrit en partie, pas complètement, mais en partie, dans la continuité de politiques menées par le régime soviétique. Elle s'inscrit dans la continuité du point de vue des visées et des prétentions géopolitiques de Vladimir Poutine, qui rappelle bien sûr l'action de Staline ou d'autres leaders soviétiques au XXe siècle. Ceci est vrai aussi, cette inscription partielle dans la continuité avec les politiques soviétiques. Cette inscription est aussi vraie pour les politiques que le Kremlin développe à l'intérieur de la Russie et aussi, bien sûr, dans les territoires ukrainiens occupés, que ce soit la Crimée ou de vastes régions d'Ukraine orientale et du Donbass. Ces politiques cherchent à susciter ou à imposer l'adhésion ou du moins à imposer le silence et donc elles s'inspirent entre autres de l'expérience soviétique. Il y a vraiment des emprunts directs, y compris au niveau de formes que cette adhésion prend ou d'organisations qui sont recréées un peu à la façon de, par exemple, de l'organisation des pionniers, etc., etc. Ça a du sens aussi de parler de ces formes d'engagement soviétique parce que la politique poutinienne fait de très nombreuses, vous le savez, elle fait de très nombreuses références au passé pour justifier son agression. Donc Poutine se réfère à ce passé partagé entre les Russes et les Ukrainiens, que ce soit au XXe siècle sous le régime soviétique ou avant, etc. Et en fait, cette politique poutinienne, à travers ses références, elle alimente et instrumentalise en même temps une nostalgie de l'époque soviétique, nostalgie qu'il n'est pas possible de comprendre sans s'intéresser à ceux qui, à l'époque soviétique, donc entre 17 et 91, avaient contribué à créer un sentiment d'appartenance commune, donc d'appartenance à une communauté soviétique, à une société, et ce, malgré la nature hautement coercitive, voire selon les périodes très répressives du régime soviétique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le régime soviétique, qui s'est construit sur la coercition et la violence, a en même temps réussi à mettre en place et à faire fonctionner des mécanismes, des dynamiques qui poussaient les individus à s'identifier à ce régime, à y adhérer, à le soutenir, à participer à des degrés et sous des formes diverses à ces politiques. Et aujourd'hui, l'expérience, le vécu, la mémoire de cette adhésion, de cette identification avec le régime soviétique, l'expérience et mémoire de cette participation, que ce soit sous forme, participation à l'organisation des pionniers ou des komsomols ou autre chose encore, de chantiers, de jeunesse, etc. Cette expérience-là et cette mémoire-là, transmise d'ailleurs aux jeunes, elle continue à alimenter une nostalgie pour le passé soviétique en Russie, mais parfois aussi à l'extérieur, donc dans ce qu'on a l'habitude d'appeler les pays post- ou ex-soviétiques. C'est le cas, bien sûr, du Bélarus, donc qui est vraiment en quelque sorte resté figé et piégé dans le passé soviétique, mais ça a été aussi assez longtemps le cas d'une partie de la population ukrainienne qui, en tout cas jusqu'en 2014, pour certains jusqu'en 2022, qui ont pu partager et porter, certains, surtout les personnes âgées, ont pu avoir partagé cette vision nostalgique du passé soviétique. Alors, ces mécanismes ne peuvent pas être réduits, donc
voilà, c'est un des points sur lesquels je voulais insister. L'Union soviétique, le régime soviétique n'a pas fonctionné uniquement à travers les répressions. Il a aussi engagé d'autres mécanismes, d'autres dynamiques. Et ces mécanismes-là ne peuvent pas être réduits à la propagande. Bien sûr, le mot propagande est un mot très commode, on l'utilise beaucoup, moi-même je l'utilise souvent comme une sorte de raccourci qui permet voilà, de classer les choses dans un coin, de renvoyer vers quelque chose. Mais bon, déjà, ceux qui travaillent sur la propagande, que ce soit la propagande soviétique ou nazie ou autre encore, sont bien conscients qu'on a besoin, si on veut comprendre ce phénomène, il faut creuser, il faut complexifier la vision, notre vision, mais par ailleurs, dans le cas soviétique, je pense que cette façon les façons de susciter une adhésion au régime et à ses valeurs, et les façons de susciter l'adhésion et la participation, l'engagement en faveur du régime et au sein de la société soviétique, ces façons-là ne peuvent pas être résumées et réduites à la propagande, lavage de cerveau et voilà, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose, c'était des dynamiques, des mécanismes beaucoup plus complexes, variés. Ils n'étaient pas nécessairement les mêmes, ils ne touchaient pas de la même façon les garçons et les filles, les enfants et les adultes, les citadins et les ruraux, les Russes ou les Baltes par exemple, et ils ont aussi beaucoup évolué à travers le temps, même s'il y avait certaines forme vraiment pérenne. Néanmoins, ça a aussi beaucoup évolué entre, par exemple, 1920, en pleine guerre civile, avec ce type d'interpellation directe et qui pouvait très vite passer aussi à la coercition, puisque ne pas répondre à cet appel de s'engager comme volontaire dans l'armée, c'était passible de prison, voire de pire. Mais entre donc ce moment-là et par exemple 1986, quand on appelle à répondre à l'appel du parti et obéir à son cœur, voilà, c'est toute une évolution qui a lieu et qui touche à la fois l'action de l'État et de ses multiples acteurs, mais cette évolution, elle touche aussi les réactions individuelles et le vécu individuel. Donc là, j'ai rappelé très vite, je vais rapidement et en simplifiant aussi, évidemment, entre 17 et 52, c'est pas du tout la même période, mais quand même, je distingue la période qui va de la Révolution et jusqu'à la fin du stalinisme, qui est vraiment une période où les violences sont de masse, les contraintes sont extrêmes, mais il y a en même temps tout un travail pour solliciter les gens à participer et à adhérer, y compris avec leur cœur, et pas seulement par la peur, mais aussi par un enthousiasme, je cherche les mots, par l'enthousiasme, une sorte d'envol, etc. Et puis la période post-stalinienne où la violence de l'État est bien moindre, les répressions ne disparaissent pas mais sont beaucoup moins larges, elles sont ponctuelles, elles touchent surtout ceux qui s'opposent au régime soviétique, et on peut observer pendant cette deuxième période à la fois une multiplication d'engagements, mais aussi peut-être une ouverture d'espace plus large et plus nombreux pour un désengagement. Et c'est là-dessus que je terminerai. Alors justement, donc vous avez compris, ça évolue avec le temps, et on peut voir que dans les années 60-80, les choix qui sont proposés ou imposés aux soviétiques sont beaucoup plus souples que durant le stalinisme. Et la question se pose, c'est est-ce que dans une société où les engagements sont beaucoup plus diffus, nombreux, institués, le fait de déroger à cet engagement, donc par exemple ne pas devenir pionnier, ne pas vouloir faire carrière au sein de telle ou telle institution soviétique, donc est-ce
est-ce que ces faits de déroger sont-ils mieux tolérés que, par exemple, pendant les années 30 ? Certes, la sanction potentielle pour le non-engagement est beaucoup moins lourde dans les années 60-80, mais le choix de déroger demande probablement plus de motivation et aussi une sorte de contre-engagement plus assumé. Mais ce sont des questions voilà, que je pose. Voilà, donc, en revenant à ce que j'ai dit tout à l'heure, en ouvrant, donc poser ces questions et s'intéresser à ce sujet aujourd'hui permet donc à la fois de mieux comprendre le passé soviétique, russe, est-européen, de mieux comprendre ses héritages tels qu'ils se manifestent aujourd'hui dans les politiques russes, mais aussi dans les réactions des populations, notamment des populations russes. Cela permet de voir comment un État autoritaire manie la contrainte et la persuasion, et ce n'est pas que l'État stalinien ou que l'État soviétique, je pense à l'État poutinien, mais on peut peut-être aussi élargir. Et donc, comment il manie la contrainte et la persuasion pour créer des engagements et des adhésions, mais aussi comment les individus s'adaptent à ces injonctions en les suivant, mais aussi, parfois, en les investissant de sens nouveaux ou en les contournant. Alors, donc, voilà, je suis partie de ces questions-là, et voilà, ce sont un peu les fils rouges de ce que je vais présenter maintenant, mais en le faisant, donc je m'appuierai, vous l'avez déjà compris, je m'appuierai dans un premier temps, d'une part, sur la très riche iconographie soviétique. C'est un fait connu, les affiches de propagande soviétiques c'est un art à part, extrêmement développé, voilà, qui naît avec, encore pendant la Révolution et la guerre civile, qui se développe, etc., qui bien sûr n'échappe pas au poids et aux contraintes de ce qu'on appelle le réalisme socialiste, etc., etc. Mais donc cela, c'est quelque chose de connu, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à ce type de source, comme on dit en histoire, donc ce type de source pour décrire l'engagement. Parce que si on le faisait, on resterait toujours du côté de l'État, de ce que l'État dit de faire et ce qu'il attend comme réaction, ou ce qu'il souhaite susciter comme réaction. Or, si on veut justement comprendre comment voir ces réactions dans toute leur diversité et comprendre comment les individus vivent et expriment ou refusent l'adhésion et l'engagement dans la société soviétique, il faut aller voir quelque part ailleurs, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, effectivement, je travaille beaucoup avec des entretiens, donc des entretiens oraux, mais avec un type, j'ai aussi beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle les égo-documents, donc mémoires, carnets, journaux intimes, lettres, produits notamment dans des contextes de grande violence comme la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais j'ai aussi travaillé sur une source et une histoire bien particulière, qui est l'histoire des déplacements forcés des populations opérés par le régime stalinien dans les territoires occidentaux, qui ont été occupés et annexés par l'Union soviétique suite au pacte Molotov-Ribbentrop, donc en 1939, et qui ont donc été réoccupés par Moscou à partir de 1944, donc à la faveur de la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors, en travaillant, j'ai travaillé sur l'histoire de ces déportations, ces déportations, donc, qui ont une particularité, puisque elles ont, d'une part, elles ont procédé par tout ce qui constitue vraiment le grand classique stalinien en matière des répressions, c'est-à-dire arrestation, prison, enquête, torture, condamnation, et puis les camps du Goulag, mais aussi ce qui a été largement pratiqué dans les pays baltes et en Ukraine occidentale, dans le cadre de cette soviétisation coercitive, c'était aussi des déplacements de familles entières. Donc déplacements de familles qui sont envoyées dans ce qu'on appelle les villages spéciaux. Là, vous avez un village spécial parmi des milliers qui existent ici, notamment dans les régions difficiles d'accès. Et
Et donc, là-bas, les familles entières se retrouvent, femmes, enfants, personnes âgées, tous ensemble. Elles sont obligées de travailler pour survivre et elles se retrouvent donc discriminées, contraintes, etc. Mais ce n'est pas un camp du goulag. Par exemple, les enfants vont à l'école, pour certains deviennent pionniers ou en tout cas aspirent à devenir pionniers. Pour d'autres, pour certains, ils arrivent ensuite à faire des études supérieures et deviennent médecins, ingénieurs, instituteurs, etc. Donc voilà. Et c'est donc voilà, ça c'est le travail. Non, ça est passé trop vite. Voilà. Donc, ce travail-là, je l'ai mené notamment dans le cadre de ce projet Archives sonores Mémoire européenne du Goulag, qui a permis de recueillir jusqu'à 200 entretiens avec les anciens déportés. Il s'agit des Baltes ukrainiens, mais aussi il y a des Polonais, des Hongrois, etc. Et je me suis intéressée tout particulièrement à l'expérience des Lituaniens et des Ukrainiens déportés d'Ukraine occidentale, donc en 40, 41 et puis à partir de 44. Et j'ai coécrit et publié l'année dernière cet ouvrage qui raconte l'expérience des Lituaniens et des Ukrainiens occidentaux. Mais en travaillant là-dessus, j'ai été frappée, en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était il y a 15 ans déjà, et j'ai été frappée par les premiers entretiens que j'ai réalisés en fait en Sibérie. On s'est rendu dans la région d'Irkoutsk pour recueillir, pour faire des entretiens avec les anciens déportés qui ne sont jamais rentrés dans leur pays d'origine ou dans leur région d'origine. Et le hasard a voulu qu'on tombe surtout sur les Ukrainiens déportés d'Ukraine occidentale et sur les Lituaniens, qui étaient particulièrement nombreux dans cette région d'Irkoutsk, donc située dans la Sibérie orientale. Et donc, on a fait des entretiens et j'ai été frappée par... Enfin, c'était déjà la première impression très... voilà, dilettante, si vous voulez, très humaine. J'avais l'impression de me trouver face à mes grands-parents, voilà, mes grands-parents qui, pour ma part, ont été plutôt des ingénieurs vivant à Moscou, etc., etc. Donc, j'avais l'impression d'être face à quelque chose de très familier, alors qu'il s'agissait donc de Lituaniens qui avaient été déportés dans les années 40, qui ont été souvent témoins de grandes violences, d'abord de l'État soviétique, de l'occupant nazi, puis à nouveau de l'État soviétique, etc. Et puis, ces personnes qu'on a interrogées là-bas nous ont raconté des vies que j'avais envie de qualifier de vie très soviétique, récit très soviétique, de vie très soviétique, qui raconte une amélioration progressive de leur situation, donc dans les années 50, qui raconte les études de leurs enfants, etc., leur déménagement, par exemple, du village dans la ville, etc. Et qui souvent aussi, qui n'éclipse pas l'expérience de déportation et répressive, puisque c'est pour cela qu'on venait les voir, donc nous raconter avant tout comment ils ont été déportés avec leur famille. Donc souvent c'était des personnes qui ont été enfants ou adolescents au moment de la déportation. Ils nous racontaient cela, mais en même temps, comme par exemple dans ce témoignage, le premier que vous voyez, il disait des choses qui me rappelaient tellement ce qu'on entend en Russie dans les contextes complètement hors répressifs pour en fait ce qu'on entend sur la Seconde Guerre mondiale et sur les conséquences de la guerre sur l'ensemble de la société soviétique, puisque en Russie, c'est un des thèmes vraiment de sorte de fil rouge de la mémoire collective russe, et d'expliquer tout par la guerre. C'était difficile. Je ne sais pas, les enfants ne survivaient pas, les nourrissons ne survivaient pas, les enfants parfois n'allaient pas à l'école, c'était parce que c'était la guerre, ou c'était juste avant la guerre, c'était juste après la guerre, etc., etc. Et là, j'entendais quelque chose, toujours pas chez les mêmes, toujours chez tout le monde, mais ça revenait, cette idée que finalement c'était la guerre qui déterminait tout. Alors que dans le cas de ces individus-là, s'ils se sont retrouvés là, par exemple, à survivre à 12 ans avec une mère âgée, sans père, etc., la guerre n'y était pour rien. C'était l'État soviétique qui les a envoyés là-bas, la mère et l'enfant. Donc, et puis, donc, là, ça a été une sorte de signal pour moi, pour me dire que ce soviétique,
mémoire soviétique du XXe siècle, il ne faut pas la chercher uniquement chez les populations, par exemple, ethniquement russes ou privilégiées, etc. Elle peut être présente dans n'importe quel cas, n'importe quelle situation. Et j'ai trouvé une confirmation dans les entretiens qui ont été enregistrés, là, par exemple, par une collègue lituanienne, avec les déportés qui, eux, sont rentrés, une fois libérés dans les années 50, ils sont rentrés dans leur pays d'origine, enfin, à l'époque République d'origine, comme ici. Et en fait, ce monsieur, Antanas Kybartas, c'est quelqu'un qui, dans les années 80, s'est fortement engagé contre le régime soviétique. Il a activement participé à ce mouvement de libération des pays baltes, dénonçant les répressions soviétiques, dénonçant le pacte Molotov-Ribbentrop, etc. Et c'est ainsi que, 20 ans plus tard, il racontait comment, en fait, il est rentré de la Sibérie, où il a grandi séparé de son père. En fait, il ne savait même pas que son père avait été fusillé, donc il grandit avec sa mère en déportation. Mais quand il rentre en Lituanie à la fin des années 50, il le dit plus tard, il était complètement soviétique. Il a ce qu'il évoque là, bon, je n'ai pas le temps d'expliciter, mais ce sont ces livres, ce sont vraiment des livres des piliers de l'éducation soviétique, donc des ouvrages qu'on lit quand on a 10 ans ou quand on a 14 ans, et c'est à travers, notamment à travers ce type de livres, de romans, qu'on devient soviétique, puisque donc le livre Et l'acier fut trempé, c'est sur la guerre civile, Timur et sa brigade, c'est sur les années 30, les enfants qui aident, enfin, et c'est sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc il cite tous ces grands classiques de l'éducation soviétique qui est censé faire grandir des futurs communistes. Alors que lui, il est dans une situation de discriminés, d'enfants de déportés, taxés d'être enfants de nationalistes lituaniens, etc., etc. Et donc, voilà, tout cela m'a conduit à m'intéresser à cette question de soviétisation au niveau individuel, donc soviétisation qui passe par une action forte de l'État, évidemment, mais à travers une multitude de mécanismes, dont l'école, qui est bien sûr très importante, et cette soviétisation qui suscite des réactions diverses, complexes chez les individus, en aboutissant aujourd'hui à cette mémoire et à cette nostalgie qui a de quoi frapper, notamment quand elle s'exprime, parfois, comme c'est le cas en Russie, chez les descendants de personnes réprimées, etc. Bon, il faut juste ajouter que les anciens déportés lituaniens ou ukrainiens, qu'on les ait rencontrés en Russie ou en Ukraine ou en Lituanie, ils n'ont jamais exprimé une nostalgie en tout cas pour l'époque stalinienne. Pour l'époque soviétique, c'était, c'est plus compliqué. Hein, je me contredis, j'allais dire non, et en fait mais justement, s'il y avait de la nostalgie, ce n'était absolument pas pour, chez ces anciens déportés, ce n'était absolument pas pour la grandeur politique ou la dimension politique de l'État soviétique, mais c'était plutôt sur les expériences, disons, ordinaires de ce que était la société soviétique, avec une certaine idée de solidarité, etc., etc. Bon, alors maintenant, pour reprendre un peu, j'ai commencé par la fin un peu de l'histoire, mais maintenant je vais remonter au début, et je vais commencer par rappeler à quel point, mais je pense que vous le savez, vous pouvez l'imaginer, à quel point l'État soviétique a été un véritable État solliciteur d'engagement. Il l'a été depuis le début et jusqu'à la fin. Il s'est adressé à toutes les catégories de population, enfants, adultes, hommes, mais aussi femmes. Ici, j'ai pris exprès des affiches qui s'adressent aux femmes et qui, par exemple, comme celle-ci, reprend une fameuse phrase de Lénine en disant que toute cuisinière doit apprendre à diriger l'État. Qu'est-ce qui pourrait dire mieux cette idée, c'est en tout cas une théorie qui dit que tout le monde, jusqu'à la cuisinière, doit être capable de s'engager, doit s'engager dans la vie de l'État jusqu'à pouvoir gouverner cet État. Bon, et
en essayant de mettre un peu d'ordre dans mes idées, j'ai essayé donc de décrire ces multiples engagements et leurs différentes formes dans ce type de voilà, dans ce schéma. Alors, donc vous voyez ce que je voulais dire par là, c'est que il y a bien sûr le cœur de l'engagement soviétique et de l'adhésion soviétique. Ce cœur, c'est ce qu'on peut appeler l'engagement politique, qui se manifeste notamment à travers l'adhésion au parti. Alors, puis, ça s'élargit avec aussi une carrière dans des institutions soviétiques. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de clairement identifié. On est membre du parti, on ne l'est pas, etc. Mais ensuite, ça s'élargit avec des organisations, par exemple, des organisations de jeunesse, qui relève, elle aussi, plutôt de l'engagement explicitement politique. On dit que les komsomols sont des jeunes, des futurs communistes, alors que l'organisation des pionniers prépare à devenir komsomol. Donc là, on est dans la sphère a priori politique, j'y reviendrai encore, mais ensuite, quand on élargit encore, on découvre une multitude, une sorte de nébuleuse d'engagement que j'ai qualifié de socio-culturel. Je ne suis pas sûre que le terme soit vraiment très bien approprié, je n'en ai pas trouvé de meilleur pour le moment, donc en fait c'est plutôt socio et ou culturel, puisqu'on va y retrouver par exemple ce que je qualifie d'engagement plutôt du type social, les engagements professionnels, c'est l'engagement au travail et par le travail, je développerai, mais aussi une participation à une multitude de mouvements, d'organisations qui peuvent être institutionnalisés, mais peuvent aussi, à certains moments, c'est toléré dans les années 60-70, être à moitié institutionnalisés, comme par exemple le théâtre amateur. Voilà, et donc, partout, c'est une sorte de système capillaire où cette adhésion et cet engagement sont sollicités à travers une multitude de voix et peuvent donc s'exprimer à travers une multitude de formes, dont beaucoup, certaines, sont a priori conçues comme n'étant pas politiques. Voilà, on joue dans un théâtre amateur, on n'est pas obligé de réciter les textes de Marx ou de Lénine, mais en participant à ces activités-là, il est très probable que vous allez être quand même perçus par d'autres comme étant des citoyens engagés et vous allez peut-être être aussi sollicités pour participer à des activités qui, au final, contribuent au fonctionnement politique de l'État soviétique. Et enfin, il y a quelque chose qui est encore plus flou, c'est ce que j'ai appelé engagement anthropologique, entre guillemets, donc des comportements dans la sphère vraiment de l'intime, de la famille, etc. Alors, très vite, engagement politique. Donc, évidemment, celui auquel on pense en premier lieu, c'est le parti, pareil, vous l'avez évoqué en m'introduisant, le parti unique, voilà, qui se construit d'abord comme une véritable... Déjà, avant la Révolution, il est construit par Lénine comme un parti d'avant-garde, donc d'élite au final. Il se maintient comme parti d'élite pendant jusqu'aux années 40 au moins. Adhérer au parti à ce moment-là est un acte, est un vrai choix politique, culturel, social. C'est pendant le stalinisme, adhérer au parti veut dire participer activement aux activités politiques du parti. Si on ne suit pas les cours de théorie marxiste, si on ne va pas dans les réunions, on est vite purgé et on est même menacé parfois de poursuites. Voilà. Adhérer au parti à cette époque-là ouvre aussi des portes de carrière. Donc beaucoup adhèrent au parti pour faire carrière, mais c'est aussi
une arme à double tranchant, puisque quand on a une biographie familiale, par exemple, pas tout à fait parfaite du point de vue stalinien, or ça n'existe pas des biographies parfaites pour Staline, voilà, on s'expose quand on adhère au parti, on s'expose à des vérifications, et ces vérifications peuvent être reproduites à tout moment, donc voilà, là c'est la sphère éminemment politique, évidemment. Et le parti se présente ainsi jusqu'aux années 40, mais ensuite, petit à petit, ça commence déjà à l'époque stalinienne, il devient un parti, de plus en plus un parti de masse, à tel point que voilà, c'est ce type d'image qui domine dans les années 60-70 et on va aboutir dans les années 60 à une véritable fusion, y compris tout à fait explicite, entre la nation soviétique et le parti. Bon, évidemment, tous les soviétiques ne sont pas membres du parti, mais c'est présenté comme tel à travers une série de... il y a différentes affiches qui déclinent ce sujet-là. Le parti et le peuple sont unis, ils ne font qu'un. Et donc, évidemment, avec cet élargissement des rangs du parti et avec cette idée que, en fait, ce n'est plus une organisation d'élite, mais le parti est ouvert pour l'ensemble de la société, évidemment, le sens que revêt l'adhésion au parti change. Donc, dans les années 60 ou 70, devenir membre du parti, ça ne vous expose pas particulièrement. Donc, voilà, il n'y a plus de grandes vérifications. Vous pouvez être fils ou fille de prêtre, etc. Vous ne risquez pas grand-chose. Et ça ne demande pas non plus énormément, tout en procurant quand même un certain nombre d'avantages. Et puis surtout, ce qu'on voit se développer dans les années 60-70, il y a plein de positions dans les hiérarchies soviétiques, au travail par exemple, où il est quasiment obligatoire d'être membre du parti. Donc si vous voulez être non pas juste ingénieur, mais ingénieur-chef d'un département, il faut passer par la case adhésion au parti, mais ça ne vous contraint pas a priori à grand-chose, contrairement à l'époque stalinienne. Donc vous voyez, c'est le même statut, mais la réalité de cet engagement n'est absolument pas la même selon la période. Et donc, ça explique aussi que, par exemple, que les gens qui ont été membres du Parti communiste dans les années 60-70, ils peuvent avoir en quelque sorte, avoir effacé complètement toute la dimension supposément politique de leur adhésion. Voilà, c'est juste, j'étais membre du parti comme Ivan, Anna, Maria, mes voisins, mes copains l'ont été, et alors, voilà. Donc, je passe rapidement sur ça, par exemple, cette affiche-là. C'est aussi, en fait, le parti, c'est à la fois, on voit le parti comme quasiment incluant tout le peuple, et c'est aussi le parti qui est en quelque sorte, qui constitue une autorité, et c'est le parti qui envoie, par exemple, les jeunes dans les terres vierges ou sur les chantiers comme Somol, etc. Je ne développe pas. Alors, il y a d'autres formes d'engagement, a priori politique, mais on peut se demander, en fait, c'est très, ça mérite une réflexion en soi et bien plus longue et développée, mais en fait, qu'est-ce que c'est que politique dans l'Union soviétique? À partir du moment où il n'y a pas a priori d'enjeu lors des élections, tout le pouvoir est verrouillé. Est-ce que, par exemple, participer aux élections, est-ce que c'est encore est-ce que ça relève encore du politique ou pas? La question est ouverte. Ce que je voulais souligner et montrer ici, c'est comment, en fait, alors que tout le processus des élections est contrôlé et verrouillé, et donc il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait un candidat indépendant, un candidat d'opposition, ça n'existe pas, et pendant 70 ans, malgré tout cela, le gouvernement soviétique, que ce soit à l'époque stalinienne ou
après, va développer de larges campagnes électorales en poussant les gens à aller voter, en invitant, appelant les gens à devenir candidats, alors que le processus... Donc c'est quelque chose en soi... Bon, il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus, mais c'est très intéressant de voir que tout cet investissement dans les élections, alors que ces élections sont vraiment verrouillées. Et chose intéressante, que je ne saurais pas expliquer, je l'ai remarqué il y a un bon moment déjà, je n'ai jamais pu creuser cette question et je n'ai pas d'explication, mais je suis frappée par la présence massive des femmes dans ces affiches qui sont liées aux élections. Bon, en partie, ça s'explique par le fait que beaucoup de ces affiches ont été produites à l'occasion des premières élections après la guerre, où la société a été très fortement féminisée par la mort des hommes au front, mais il n'y a pas que ça. Donc, et vous voyez, les femmes, elles sont représentées comme étant les premières à aller voter, comme étant celles qui contribuent à l'organisation des élections, mais aussi comme celles qui deviennent députés du peuple, comme ici, ou là encore. Voilà. Donc, tout cela constitue aussi ça fait partie c'est le cœur de cette nébuleuse d'engagement, mais qui propose différents espaces, différentes formes, différents degrés de participation à la vie politique soviétique. Et puis, il y a bien sûr les organisations de jeunesse, donc les fameux pionniers et Komsomol. Il y a même donc les pionniers, c'est à peu près pour les enfants de 9 à 14 ans. Il y a même une organisation pour des plus jeunes, donc ce qu'on appelle souvent les petits-fils de Lénine, les octobristes, Aktibriat, qui préparent à l'adhésion à l'organisation pionnière. Voilà, et puis Komsomol, et théoriquement, ça peut conduire ensuite vers le Parti communiste. Donc, il y a une grande quantité d'affiches, de tableaux, de photos qui montrent justement ces pionniers, par exemple, donc qui sont facilement identifiables par leur cravate rouge, et le moment où la cravate rouge est donné à l'enfant quand il devient pionnier est vraiment un moment très important qui est souvent reproduit dans les tableaux, les affiches comme ici. Mais on le retrouve aussi très couramment dans des photos de famille, y compris dans des photos de familles déportées. Puisque là, cette photo-là, c'est une photo qui vient d'archives privées d'une famille de déportés ukrainiens, donc que j'ai rencontré dans la région d'Irkoutsk. Et là, on distingue, c'est trop petit ici, mais voilà, il y a des cravates. Tous ces enfants portent des cravates rouges. En même temps, on a aussi dans les entretiens que nous avons menés avec les anciens déportés, on a un certain nombre d'entretiens qui évoquent leur adhésion ou l'impossibilité d'adhérer pour eux, en tant qu'enfants déportés, à l'organisation pionnière ou au Komsomol. Et on voit, par exemple, avec cette première citation qui vient de l'entretien avec un ancien déporté ukrainien, je vais lire cette citation, on voit à quel point, en fait, être membre de l'organisation pionnière, être pionnier, c'est vraiment faire partie de la société soviétique et faire partie de la jeunesse soviétique, et en être exclu, ça frappe et ça discrimine, ça stigmatise, et ça peut avoir des conséquences très importantes, y compris psychologiques. Donc je lis rapidement. Yaroslav Pogarski, en 2009, nous racontait « Je n'ai pu devenir ni pionnier ni Komsomol, je n'ai pu entrer dans aucune organisation. Vous imaginez comme c'est douloureux. Quand les Komsomols de la classe se réunissent, moi, Pogarski, je dois sortir. » Parce qu'en fait, les non-Komsomols n'ont pas le droit d'assister. Et lui, il est le seul à ne pas en faire partie, donc il est exclu.
Quand la classe va récolter les plantes médicinales, Pogarski, tu ne viens pas. Quand la classe va nettoyer la rue, Pogarski, toi tu restes. Seuls viennent les komsomol. Vous savez, ça laisse une blessure profonde dans l'âme. Et en fait, cet entretien très émouvant, il montre, cet extrait montre aussi comment, en fait, beaucoup de choses se superposent et se mêlent. Il n'est pas membre de komsomol, mais c'est de sa classe qu'il est exclu, parce qu'il y a une superposition entre la cellule komsomol, c'est une classe, etc. On voit aussi comment ces jeunes sont sollicités, engagés pour participer aux tâches d'intérêt collectif, donc aller chercher des plantes médicinales, aller nettoyer les rues, et comment ce qui pourrait apparaître peut-être une corvée devient une source de convoitise chez ceux ou celles qui en sont exclus. Et donc, vous voyez, et là, je pense qu'on touche vraiment à ce que peut être l'engagement, et on comprend mieux l'importance que ça pouvait revêtir, enfin que ça a revêté pour l'énorme majorité des soviétiques. Il y a une autre citation que je ne vais pas lire faute de temps. Elle vient du même Antanas Kybartas que j'ai déjà évoqué, donc ce déporté lituanien qui ensuite va vivre toute une sorte de désoviétisation individuelle avant même la fin de l'Union soviétique, et il va devenir très farouchement anticommuniste, on peut dire, et anti-soviétique, mais il raconte comment lui-même il a adhéré au komsomol à son retour de l'exil, donc une fois rentré en Lituanie. Là, on voit aussi une autre dimension très, on peut dire, instrumentale et pragmatique. Il adhère au komsomol parce que sinon il ne pourrait pas faire des études supérieures. Et donc c'est voilà. Et en même temps, c'est lui aussi qui nous parlait de toutes ces lectures très soviétiques. Donc en fait, je dis c'est très instrumental, mais ce n'est probablement pas si contraire que ça à sa vision du monde à ce moment-là. Donc ce n'est peut-être pas une grande violence pour lui que de demander à adhérer au komsomol, parce que de toute façon, comme il le raconte, il avait grandi avec les lectures très soviétiques et dans la société soviétique. Alors, pour rappel, donc là, on passe très vite sur les engagements professionnels, mais vraiment très vite. Voilà. Donc, engagement par et au travail. Évidemment, être soviétique, c'est être un bon travailleur, c'est rappeler partout et tout le temps. Et là, on voit comment voilà, l'individuel croise le collectif, etc. Et ça concerne, bien sûr, les travailleurs de choc, les jeunes komsomol comme ici, mais ça concerne aussi les déportés et d'autres catégories de réprimés. Et ici, j'ai trouvé ces photos, ce ne sont pas les déplacés spéciaux baltes ou ukrainiens, c'est la vague précédente, c'est-à-dire ces déportations qui ont touché au début des années 30 les paysans russes, ukrainiens, tatars ou autres, dans le cadre de la collectivisation de l'agriculture, puisque la déportation de familles entières a été déjà pratiquée à ce moment-là, et elle a été extrêmement violente. Et donc, ces déplacés spéciaux, des paysans, en fait, décolaquisés, ont été envoyés, pareil, dans les régions difficiles d'accès, où beaucoup ont dû travailler à la coupe de bois, et là, même s'ils étaient très fortement stigmatisés, discriminés et réprimés, l'État soviétique continuait à utiliser le travail, même quand il était contraint, comme aussi un espace pour solliciter l'engagement et l'adhésion. Et ça va bien au-delà, puisque le travail, l'entreprise, c'est vraiment une sorte de pilier de la société soviétique. Plein de choses passent par le travail. On est soigné dans l'hôpital de son usine, on envoie les enfants dans la crèche de son université, etc., etc. Et donc, le travail et l'entreprise est aussi un élément structurant pour organiser la participation des soviétiques à la vie publique
à l'extérieur du travail. Et donc là, par exemple, ce sont toutes ces fêtes soviétiques qui sont très importantes, la célébration du 1er mai, la commémoration de la révolution d'octobre, donc le 7 novembre, et tous ces grands défilés que vous avez certainement vus à la télé, voilà, ils sont la plupart du temps structurés par entreprise, et donc ça demande aussi, c'est là à nouveau on voit se croiser le travail avec le loisir, ce qui est censé être loisir et ce qui est censé être l'expression de son adhésion à l'État soviétique et au régime soviétique. Et dans ces photographies-là, il y a des personnes qui ont été directement, enfin je le sais parce que je sais d'où viennent ces photos, il y a des personnes qui ont été directement touchées par les répressions, qui ont vu leurs parents disparaître dans les purges des années 30. Donc voilà, et ça ne les empêche pas d'aller dans ces célébrations publiques, et visiblement, comme ici dans cette photo-là, visiblement être plutôt joyeux à ces moments, pourtant hautement politiques. Voilà. Et alors, il y a aussi une multitude d'engagements socioculturels dans des diverses associations, sociétés, organisations, etc. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Malheureusement, je suis obligée aussi de passer vite sur ces photos-là qui sont assez incroyables, mais bon. Parce que j'aimerais quand même évoquer ce que j'ai appelé l'engagement anthropologique, donc qui touche la personne physique, y compris son corps. Et là, à nouveau, c'est quelque chose qui élargit potentiellement encore plus les sollicitations adressées aux soviétiques et adhésion, engagement qui leur sont demandés, puisque un bon soviétique, c'est quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui révolutionne son quotidien, comme ici, c'est une affiche qui date encore des années 20, ou encore là, donc encore du sport, ou de l'enfance, c'est une affiche qui est souvent reproduite, puisque en fait ces enfants disent « nous exigeons » et ensuite on a toutes ces pancartes, des parents sains, un air pur, lumière, allaitement maternel, etc., etc. Et donc, mais bon, je ne vais pas développer, mais c'est pour montrer ce que je désignais par l'engagement anthropologique qui touche le corps, l'intimité et l'individu. Et ça, donc pour finir, il y a aussi ce très important sujet qui concerne les appropriations et les réinvestissements. Pour illustrer cela, j'ai choisi quelques-unes parmi des milliers ou des millions, je ne sais pas, de photos qui représentent les soviétiques des années 30 aux années 80, à côté de différents monuments, surtout des monuments de Lénine, mais il y a aussi des monuments de Staline, etc. Et donc ce sont parfois des photos collectives où on peut se dire réunis, ces soviétiques n'ont pas d'autre choix que de se prendre en photo devant la statue de Lénine, mais après, quand on regarde, on découvre qu'il y a aussi une multitude de photos parfaitement privées, intimes, qui, elles aussi, sont prises devant les statues de Lénine et d'autres encore. J'ai enlevé Staline pour abréger un peu ma présentation. Et vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Il y a des individus seuls, il y a des familles, il y a des amoureux, et on pourrait continuer. De la même façon, les soviétiques se font prendre en photo lors des grandes commémorations ou des grandes célébrations publiques, comme ici la fête du 1er mai à Moscou, donc avec les enfants, avec les petits drapeaux, etc., etc. Ou encore là on n'est pas dans la fête, mais on a une photo prise par les déplacés spéciaux lituaniens dans le cadre du travail, où donc cette photo, on l'a trouvée dans les archives privées d'un ancien déporté, et on peut se demander, est-ce que
cette photo-là, a priori, elle ne servait pas à la propagande soviétique, elle n'était pas destinée aux autorités, elle était prise certes, lors du travail, mais visiblement, elle servait comme dans n'importe quelle autre situation dans la société comme la nôtre. Voilà, on est réunis avec les collègues, on y est bien, on se prend en photo pour garder un souvenir, etc. Et donc vous voyez, ce qui faisait partie du discours officiel soviétique sur les valeurs du travail, les outils, vous voyez, vous avez remarqué ces femmes qui posent avec leurs outils. Voilà, c'est quelque chose qui finalement était intégré dans l'intimité des gens, dans leurs relations sociales, individuelles, horizontales, etc., y compris dans le cas de ceux qui étaient victimes des répressions et qui, a priori, on pourrait s'attendre à qu'ils résistent le plus longtemps possible contre cette inclusion dans l'imaginaire, dans le fonctionnement de la société soviétique. Et je termine, parce que j'ai plus de temps, mais donc je termine ici sur ce qu'on pourrait appeler une ambiguïté et des appropriations. Donc appropriation déjà quand on se fait photographier à côté de Lénine, et surtout quand on voit se rencontrer ceux qui relèvent vraiment du discours soviétique officiel et ceux qui peut-être relèvent de pratiques extérieures ou de pratiques autres qui, pour certaines, peuvent même évoluer vers des pratiques anti-soviétiques ou dirigées contre le régime soviétique. Et là, il y a cette photo des jeunes filles déportées lituaniennes qui chantent dans des costumes, elles chantent en lituanien en portant des costumes nationaux lituaniens. Elles le font alors qu'elles se trouvent encore en déportation en Sibérie, mais elles se produisent dans le cadre d'un concours, d'un concert d'art amateur qui, lui, a été bien autorisé, même organisé par les institutions soviétiques correspondantes. Donc, en fait, notamment avec la fin du stalinisme, il y a une ouverture d'espace où qu'il est possible d'investir pour les individus, pour finalement, je ne veux pas dire se servir, parce que se servir, ça suppose une action vraiment consciente d'instrumentalisation, etc., mais je ne sais pas comment le dire autrement, donc se servir, investir ces espaces pour y apporter des sens différents, comme ici, le sens pour les Lituaniens déportés, c'est clairement maintenir leur identité lituanienne, la transmettre aux jeunes, la faire vivre, et 30 ans plus tard, cette identité nationale transmise aux jeunes, etc., entre autres à travers les concerts d'art amateur, etc., 30 ou 40 ans plus tard, ça deviendra un moteur de la lutte contre l'emprise soviétique dans les pays baltes ou ailleurs encore. Voilà. Et je m'arrête là. Peut-être je vais dire juste 3 phrases, si vous permettez, en conclusion. Ma conclusion, elle est en demi-teinte. Alors, en fait, je pense, en réfléchissant à cette expérience de sollicitation d'adhésion par le régime soviétique, j'ai envie de dire que, d'une part, on voit qu'un État autoritaire, hier, aujourd'hui, dispose malheureusement d'une multitude de techniques pour solliciter des adhésions, pour les imposer, pour les solliciter et pour les instrumentaliser. En même temps, les individus souvent se montrent une grande capacité d'adaptation qui leur permet de survivre et qui leur permet aussi, dans certains cas, de développer et d'investir ces espaces qui permettent de contourner, voire de construire un engagement contre celui qui leur est imposé. Mais, un deuxième en même temps, cette plasticité, si vous voulez, de la matière sociale et de la matière qui relève de l'adhésion, cette plasticité, malheureusement, me semble-t-il, permet aussi à ces mêmes États autoritaires de jouer sur ces ambiguïtés et finalement parfois de tirer leur force de ces ambiguïtés et de ces
possibilités multiples pour les gens de s'identifier, de s'investir, etc. Et là, je pense entre autres à ce qui se produit aujourd'hui en Russie, où, vous le savez, la société civile, pour tout ce qu'elle comportait de politique, ça a été massacré, donc voilà, il n'y a plus d'opposition, etc. Il existe encore une partie de la société civile qui est engagée, par exemple, dans des activités philanthropiques, dans l'aide aux personnes vulnérables, etc., etc. Mais, donc, chez ces personnes-là, une partie de ces personnes sont parfaitement opposées à Poutine, mais elles sont obligées de taire leur opposition pour pouvoir faire quelque chose et pour exprimer leur engagement dans la cause humanitaire, par exemple. Mais l'État poutinien, il se sert aussi de ses engagements dans la cause humanitaire et, dans la mesure du possible, il cherche à les intégrer dans cette nouvelle société verrouillée et surveillée. Voilà. Voilà, merci Emilia. Maintenant, la parole est à la salle s'il y a des questions qui se lancent. Merci. Vous avez un petit peu limité, mais c'est sans doute pour des raisons de temps aussi, et je mets les pieds dans le plat volontairement, à l'État autoritaire avec la révolution d'octobre 1917. Mais il y a un préexistant qui me semble extrêmement important, qui est culturel et social, qui est la notion, à l'époque des tsars, de la mère patrie, de la fierté nationale, du nationalisme exacerbé qu'avait ce pays qui voulait être fort et puissant, un modèle pour tout le monde. Et les tsars ont déjà préparé le terreau pour qui, après, Lénine et Staline eux-mêmes étaient déjà des régimes totalitaires, mais où la notion de mère-patrie et le patriotisme était au plus profond de l'individu qui allait jusqu'à donner sa famille, sa vie et ses enfants pour la gloire de l'État, l'État-nation de la mère-patrie. Alors, quel est l'usage? Je réponds tout de suite. Alors, merci pour cette question qui est très vaste, évidemment. Alors, juste peut-être, pour l'époque d'avant 1917, alors, il y a effectivement le nationalisme russe, il ne naît pas en 91 ni en 1917, il naît avant, il naît notamment dans la deuxième moitié du 19e siècle, voilà, ce qui est le siècle des nationalismes, comme on l'a appelé. Mais on considère souvent que même si les gouvernements tsaristes, donc, qui se suivent dans la deuxième moitié du 19e et jusqu'à 17, ils s'appuient beaucoup sur ce nationalisme naissant, ils l'alimentent, ils l'exploitent, etc. Mais en même temps, on considère que au niveau des identités, on est encore très loin de l'État-nation dans l'Empire russe et on est encore très loin de l'identification non ambiguë de l'ensemble de la population qu'on caractérise comme russe ethniquement. Donc ces populations-là ne s'identifient pas encore de façon univoque et directe à la nation russe. En fait, on pense que la Première Guerre mondiale joue un rôle important dans cette diffusion du nationalisme. C'est pas la diffusion du nationalisme, c'est la consolidation de l'identité russe. Voilà. Mais par exemple, au milieu du 19e siècle, les paysans ou même les artisans d'une ville, voilà, quelque part entre Moscou et l'Oural, souvent, surtout les paysans, si on leur demande qui ils sont, ils vont dire leur région ou leur village ou leur district sans du tout penser plus largement la nation russe. Après, il y a effectivement le discours officiel qui, lui, exige ce sacrifice. Ce qui est intéressant, vous avez dit « mère patrie », ça c'est vraiment, les soviétiques vont privilégier cette expression-là, « rodina », au féminin, à l'époque tsariste, sauf erreur de ma part, je n'y ai jamais pensé jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout « patrie », « atitchestva », qui est utilisé et qui renvoie à la notion du père,
et qui n'est pas au féminin, contrairement à Mère Patrie Rodina. Voilà. Et sinon, juste une dernière chose aussi, je pense mais on n'a pas eu le temps du tout de développer, mais il faudrait, je pense, distinguer entre les politiques de Lénine et les politiques de Staline en matière du rapport national. Non pas pour dire l'un est plus méchant que l'autre, ou plus responsable ou moins responsable, mais pour ce qui est des politiques vis-à-vis des nationalités, vis-à-vis des peuples non russes, leur politique se distingue beaucoup. Clairement, Lénine est dans une logique beaucoup plus internationaliste que Staline va vite abandonner, et les Ukrainiens vont le payer très cher dès la fin des années 20. Question suivante. Oui, vous avez parlé à plusieurs reprises des déportés, entre autres les Lituaniens en Bulgarie. Est-ce que il serait peut-être intéressant, je ne sais pas si vous avez étudié, de voir les déportations au Birobidjan. Est-ce qu'il y a eu des déportations au Birobidjan ou est-ce que c'est des départs volontaires? C'était des départs volontaires. Il n'y a pas eu de... Donc, Birobidjan, c'est une sorte de tentative de créer une Palestine soviétique sur le sol soviétique et de doter les Juifs vivant sur le sol soviétique d'une république à eux ou d'une région à eux. Et leur déplacement dans cette région située dans l'extrême-orient soviétique, il est de nature volontaire, donc ça ne concerne pas c'est pas massif, c'est un choix des familles ou des individus. Par contre, pour ce qui est des répressions visant les Juifs considérés comme un groupe ethnique, puisque c'est ainsi qu'ils sont vus en Russie et dans l'Union soviétique, il y a une campagne antisémite très forte à partir de la fin des années 40, et là il y a vraiment des répressions individuelles sous forme d'arrestations qui visent les Juifs, parce que accusés de sionisme, etc. D'autre part, il y a une des questions que les historiens n'ont toujours pas résolues et probablement ne résoudront jamais, il y a une hypothèse selon laquelle Staline aurait envisagé, juste avant sa mort, de vraiment une déportation massive des Juifs, comme il avait déjà pratiqué avant la déportation des Allemands soviétiques ou des Tchétchènes, des Tatars de Crimée, etc. Mais on n'a pas de documents qui le prouvent, donc c'est une hypothèse. Question suivante. Merci. Merci pour cette brillante conférence. Ma question est la suivante. Quel est aujourd'hui dans la Russie, et en particulier au niveau du pouvoir politique, le regard sur vos travaux? Sur mes travaux? Oui. Est-ce que... je préfère qu'il ne pas savoir. Voilà. Je dors plus tranquille, ne sachant pas quel est le regard. Non, enfin, je plaisante, mais pour vous dire en fait, donc, puisque mes origines ont été révélées ici, j'ai grandi en Russie, à Moscou, dans les années 80-90. J'ai été formée à l'université de Moscou dans les années 90, et j'ai été formée, déjà même durant les dernières années de mon lycée, j'ai été formée dans cet esprit de relecture complète du passé soviétique, du passé russe en général, avec Staline, Lénine, Bourreau aussi, etc. Donc, pour moi, c'était une vérité à laquelle on accédait enfant, qui était établie. Des documents étaient publiés depuis la fin des années 80. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Il ne pouvait pas y avoir 10 000 lectures. Il pouvait y avoir des nuances. Et justement, j'avais décidé à cette époque de devenir historienne pour pouvoir voir les nuances, mais l'ensemble était clair. Ensuite, je suis partie en France. Et évidemment, je ne me suis fait que... Là, mes connaissances ont été confirmées ou approfondies, mais elles allaient dans le même sens. Et ensuite, quand j'ai commencé à participer à ce projet de recueil d'entretien avec les anciens déportés, et qu'à la fin des années 2000, je suis allée dans la région d'Irkoutsk pour faire ces entretiens, là, en bonne moscovite et parisienne à l'époque, j'ai découvert une Russie autre que celle de grandes villes, voilà. Et cette découverte a été passionnante, mais elle a été aussi parfois troublante, puisque notamment,
que les personnes âgées que je rencontrais, qui avaient passé toute leur vie à l'époque soviétique et qu'ils peut-être, ils n'ont pas connu leur adjournament de leur connaissance historique, ça ne m'étonnait pas. Par contre, j'ai fait à ce moment-là quelques rencontres avec, par exemple, directrice d'une bibliothèque locale, archivistes, qui ont tenu des propos très polis à l'époque, à la fin des années 2000, mais qui m'ont fait découvrir que des gens quasiment de ma génération pouvaient visiblement ignorer tout ce qui, ou une grande partie de ce qui me semblait être une sorte de vérité évidente et qu'on a découvert à la fin des années 80 et dans les années 90 et qui pouvaient rester encore dans un récit très soviétique de l'histoire. Je me souviens que autour de 2010, j'ai été invitée à parler devant des lycéens dans une bibliothèque dans la région d'Irkoutsk et donc j'ai parlé de notre projet, les déportés suite au pacte Molotov-Ribbentrop. Je leur ai dit, bon, voilà, vous savez ce que c'est que le pacte Molotov-Ribbentrop, c'est ceci, cela, etc. Hitler et Staline se partagent l'Europe centrale et orientale, etc. Moi, c'était quelque chose que j'ai appris quand j'avais leur âge, mais 20 ans plus tôt. Et après la fin de ma conférence ou de ma présentation, celle qui organisait cette conférence, donc une directrice de la bibliothèque, etc., elle a dit merci beaucoup, ça a été très intéressant d'apprendre votre vision de l'histoire. Et moi, à ce moment-là, ça a été quelque chose. Elle est restée très polie. Elle ne m'a pas contesté. Mais c'était un petit signal que, à l'époque, j'ai traité comme étant une bizarrerie, une anomalie, mais a posteriori, je me rends compte que, des choses déjà, elles n'avaient pas changé aussi largement, aussi profondément que ce qu'on avait pensé, nous, les moscovites, Et ce changement qui était resté déjà assez limité, visiblement, il a été très vite mis à mal par les politiques mémorielles staliniennes, poutiniennes. Voilà. D'autres questions? Oui. J'en profite pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire sur l'orientation des programmes scolaires aujourd'hui, en particulier dans le secondaire. Ah oui, merci beaucoup. Alors c'est une question qui était très importante. En fait, aujourd'hui, il y a quelques années, je vous aurais répondu, c'est ambigu. D'une part, on continue à commémorer les victimes des répressions politiques, mais en même temps, on réhabilite petit à petit Staline. Maintenant, je pense qu'avec ce qui s'est passé donc, depuis 2022 et ce qui s'est passé avec la sortie de 2 manuels pour la première et la terminale russe, donc ces manuels-là, moi, en tant que j'ai été écolière à l'époque soviétique, je n'ai pas le souvenir de quelque chose d'aussi nationaliste, d'aussi négationniste pour ce qui est des répressions staliniennes, d'aussi agressif à l'égard du monde extérieur et du monde occidental. C'est un retour, je pense, bien plus en arrière que les années 80 ou les années 70. Et il y a vraiment, on a vu une détérioration en quelques années, et là, si les enfants, ça fait vraiment peur de penser qu'il y a une nouvelle génération qui va grandir avec ce discours-là. Voilà. D'autres questions ? En 2012, j'étais allé en Russie pour un voyage touristique et j'avais vu qu'il y avait une grande différence entre les jeunes russes, jeunes jusqu'à 40, 45 ans, et puis les gens de ma génération, par exemple, de notre génération essentielle ici, là, les cheveux gris, qui ils n'allaient pas vers nous, parfois ils étaient très, très froids. Quand on allait dans des commerces ou dans des restaurants, parfois ils nous traitaient comme du poisson pourri, excusez-moi l'expression, entre guillemets, alors que les jeunes, au contraire, dans le métro, dès qu'ils nous voyaient sortir une carte, ils venaient vers nous, ils venaient nous rendre service. Et je voulais savoir si justement il n'y a pas des strates par âge dans la société russe actuelle, puisque en fait, par exemple, vous, votre génération, vous avez vécu autre chose.
Donc par rapport au vécu des uns et des autres, est-ce qu'il y a différentes strates, différentes sensibilités? Certainement. Alors, en même temps, c'est aussi ambigu. C'est-à-dire que, d'une part, on considère, aujourd'hui déjà, première chose, c'est très difficile de savoir ce que pensent les Russes aujourd'hui, puisque tout est verrouillé, les sondages, les enquêtes d'opinion publique se passent dans des conditions, voilà, mais on considère quand même que les catégories d'âge qui se montrent les plus opposées à la guerre sont ceux qui sont plus jeunes, donc moins de 40, moins de 45 ans, d'une chose. En même temps, ceux qui ont aujourd'hui, par exemple, 30 ans, ce sont des gens qui n'ont jamais connu autre chose que Vladimir Poutine au pouvoir. Et ça peut jouer dans les deux sens. D'une part, c'est pour eux, c'est leur monde. En même temps, quand on est jeune, on a peut-être envie de voir quelqu'un d'autre à la télé et de voir quelqu'un d'autre à la tête du pays. Donc ça peut jouer dans les deux sens, là. Pour vous dire tout, il y a beaucoup de choses qui me laissent vraiment perplexe, et d'autant plus perplexe que j'ai l'impression, c'est sans doute une illusion, de connaître un peu cette société de l'intérieur et non pas seulement comme objet d'étude. Parce que, voilà, comme dit, dans les années 80-90, on avait l'impression que tout le monde partageait à peu près la même vision du passé soviétique. Maintenant, on s'est très vite aperçu, déjà dès les années 2000, même dès la deuxième moitié des années 90, on a vu le Parti communiste, qui n'était absolument pas un parti réformé, qui continuait à sortir avec les portraits de Staline. Ce Parti communiste a commencé à gagner les élections et à menacer Yeltsin, voilà, de déloger Yeltsin du Kremlin, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses de très surprenantes, mais je pense que quand même, il faut placer un peu d'espoir. Enfin, s'il y a une catégorie ou des catégories de population russe dans lesquelles il faut placer un peu d'espoir, ce sont certainement ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ont aussi un accès beaucoup plus facile à d'autres sources d'informations que la télé russe, ceux qui maîtrisent les langues, puisque ce que vous évoquez, ça vient aussi peut-être de l'apprentissage des langues étrangères. Voilà. Mais bon, c'est pas, voilà, je ne suis pas du tout optimiste. Encore moins aujourd'hui, voilà, depuis quelques semaines, depuis qu'on sait ce qu'on comprend de nos armes, enfin non pas qu'on comprend, mais qu'on découvre complètement abasourdi l'attitude du président Trump. Voilà. Voilà, question suivante. Merci beaucoup. Donc, vous avez partiellement répondu à la question que j'avais en tête, mais j'en ai une autre un peu plus pragmatique, qui est un peu cliché peut-être, mais quel est le rôle de l'alcool dans le soviétisme? Pardon, j'ai pas entendu. De l'alcool. De l'alcool. Bon, non, mais justement, moi, là, je ne l'ai pas fait parce que je manquais de temps, mais quelquefois, j'ai essayé de donner une définition, enfin, qui serait ma définition. Qu'est-ce que moi j'entends par être soviétique? C'est-à-dire, c'est pas juste voilà, soutenir, enfin, connaître les théories marxistes, ou c'est pas tellement connaître les théories marxistes, c'est pas nécessairement s'identifier au slogan du Parti communiste, mais c'est aussi, ça je pense c'est très important, de partager des pratiques sociales qui sont dominantes dans cette société. Et une partie de ces pratiques sociales, et notamment des pratiques de sociabilité, sont difficilement dissociables de la consommation d'alcool. Voilà. Donc, mais bon, je ne suis pas en train de dire être soviétique, c'est boire beaucoup d'alcool, mais voilà, ça passe par les pratiques et notamment, enfin, c'est la sociabilité masculine notamment, sociabilité liée à certains milieux sociaux aussi, et effectivement, être soviétique, c'est participer à ces sociabilités, donc probablement consommer aussi de l'alcool. Question suivante. Merci beaucoup pour cette intervention. J'aimerais bien vous poser une question qui relève notamment de la tentative échouée ou non réussie de créer, d'engendrer un sentiment d'appartenance qui devient par la suite un patriotisme en URSS et en Russie. Considérez-vous que le glissement vers le nationalisme advienne-t-il malgré le patriotisme? Enfin, pensez-vous notamment que le patriotisme devient-il obligatoirement du nationalisme
ou le devient-il malgré lui? Alors, une très bonne question. Mais en fait, je pense qu'on est sur plusieurs choses. Il y a d'une part une redéfinition de ce qui est la nation soviétique. Cette redéfinition, elle est en grande partie l'œuvre du gouvernement. Donc, et c'est là qu'il y a déjà un glissement qui se produit qui commence déjà dans la deuxième moitié des années 30, un glissement qui fait que être soviétique, c'est de plus en plus être russe ou s'identifier à la russicité, à la culture russe, voilà, sans pour autant interdire l'existence d'autres cultures, mais en désignant à ces autres cultures, autres identités, autres langues, une place limitée et subalterne. Donc limitée, c'est-à-dire surtout pas politique. Voilà, donc on peut danser les danses lituaniennes, mais il faut que ce soit complètement déconnecté de toute idée de nation lituanienne, etc. Et subalterne, notamment depuis 1945 et depuis que Staline proclame que c'est le peuple russe qui est le grand frère et le vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, donc celui dont le sacrifice a permis de gagner. Et donc là, effectivement, il y a à la fois une redéfinition de ce qui est la société soviétique et la nation soviétique, et bien entendu, ça favorise le développement des tendances nationalistes russes. On sait aujourd'hui, grâce à des travaux de très grande qualité menés par des chercheurs, que ces tendances nationalistes se développent notamment dans les années 70, 80, y compris parmi les élites, au sein du parti, au sein du Komsomol, et c'est de là que vont sortir certaines grandes figures du nationalisme russe, vraiment un nationalisme qui, là, n'a plus rien de soviétique. Qui se débarrasse, disons, du saupoudrage soviétique pour vraiment affirmer la primauté du peuple russe, compris dans le sens biologique. Voilà. Voilà, une dernière question. Oui, merci pour votre exposé. Alors, comment se situent les religieux orthodoxes dans la situation actuelle? Et par ailleurs, ce que Gorbatchev a essayé de faire n'est plus d'actualité, je suppose. Alors, merci. Donc, je commence par la dernière question. Effectivement, donc tout ce que Gorbatchev a essayé de faire et ce qu'il n'a pas cherché à faire, mais ce qui s'est fait dans la continuité de ce qu'il avait lancé, cet héritage a été complètement détricoté aujourd'hui, détruit et rasé. Enfin, pas complètement, mais en partie. En tout cas, tout ce qui était visible dans l'espace public. Alors, par rapport à la situation des orthodoxes, en fait, l'Église orthodoxe russe, donc le patriarcat, lui, il fonctionne en binôme avec le Kremlin. Donc là, c'est clair. C'est la position du patriarche, c'est la position donc de ceux qui se trouvent aujourd'hui au sommet de l'Église. Ceux qui n'étaient pas tout à fait d'accord ont été déjà écartés, virés, marginalisés durant les années précédentes. Et vraiment, l'Église, le patriarcat s'est rangé du côté du Kremlin. Il marche main dans la main. Par contre, évidemment, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, les réalités sont plus complexes et plus variées. Il y a des prêtres qui se sont publiquement exprimés contre la guerre. Il y a ceux qui ont refusé de faire les prières qui leur étaient exigées. Donc pendant la liturgie, ils ont refusé de prononcer certaines phrases qui auraient fait d'eux les soutiens à la guerre. Certains de ces prêtres ont été démis de leurs fonctions, certains ont dû émigrer, etc., etc. Mais ça reste marginal. Après, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais d'après ce que je sais, c'est très compliqué aussi de décrire cette réalité où, d'une part, on a l'impression d'un retour massif des Russes à la religion orthodoxe, mais on s'aperçoit, donc ce retour qui a commencé justement pendant la perestroïka, mais on s'aperçoit aujourd'hui, et l'Église le dénonce et le signale, que souvent il s'agit d'un retour
extrêmement superficielle, où les gens au mieux viennent à l'église une fois par an, à Pâques ou à Noël, dans la version orthodoxe plutôt à Pâques, et donc finalement les Russes, malgré, à nouveau je me permets ce mot saupoudrage, malgré ce saupoudrage très traditionnaliste et orthodoxe, finalement, si on croit les sondages, les Russes sont pas très pratiquants. Enfin, beaucoup plus évidemment qu'à l'époque soviétique, mais beaucoup moins que ce qu'on aurait pu penser avec le matraquage qui... Voilà, on va s'arrêter là. Merci Emilia pour cette belle présentation. Merci. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler stratégie énergétique. Est-ce qu'il y a des compromis pour le futur avec deux intervenants, Alain Clapier et le doctorant Florian Labaude. Voilà, merci de votre attention. Bonne fin de journée.